Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 11h. Les débatteurs seront là en duplex avec nous pour commenter l'actualité. Et entre 10h30 et 11h tous les jours, eh bien on vous renseigne, on vous écoute 0826 300 300 et puis on fait un petit peu le tour des différentes professions qui sont là pour nous, qui nous aident et qui nous accompagnent et qui sont, Jean-Pierre Pernaut le rappelait, des gens qui sont courageux parce que ils travaillent et que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Jean Dorido est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie, hypnothérapeute. Vous avez publié Le bonheur est une science exacte. Ça vient de paraître chez Larousse. Vous êtes également à l'initiative d'un site, d'une application qui s'appelle Zenfi. On va en reparler dans un instant. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. Vous intervenez tous les week-ends chez Philippe David. Et puis avec nous également professeur Christophe Rapp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. On va vous poser des questions sur la propagation du virus. Et puis, je voulais qu'on commence, j'ai envie qu'on l'appelle régulièrement, notre policier qui nous a appelé hier, Olivier, qui est aujourd'hui au contact de la population. Hier, c'était sa première journée de contrôle au contact de la population. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Comment ça s'est passé hier Comment ça s'est passé? Dans quelles conditions vous avez travaillé? Alors, dans l'ensemble, le contact avec la population s'est plutôt bien passé. Les quelques gens qu'on a pu rencontrer ont respecté les consignes. Seulement, on se rend compte rapidement que l'attestation, je ne vais pas dire est inutile, mais presque. Parce que les gens vont sortir en cochant qu'ils vont faire du sport. On n'a rien pour vérifier, qu'ils vont... chercher leurs enfants, on n'a rien pour vérifier. C'est un peu... et les gens n'ont pas compris aussi que l'attestation permet de sortir, oui, mais pas de sortir faire du sport en famille. Pas de sortir se balader juste comme ça en faisant le tour du pâté de maison en disant j'ai été faire des courses. Et là, justement, moi j'ai vu un de mes amis sur Facebook qui a mis balade, qui habite en banlieue parisienne, balade en vélo avec ma femme et ma fille. Je l'ai appelé, je lui dis mais t'es dingue, tu dois pas sortir. Il m'a dit j'ai appelé la police municipale qui m'a dit si j'ai le droit. Donc il y a quand même un problème visiblement de compréhension des règles. Hein. Le problème c'est que ça rentre dans le cadre du sport. Alors, même moi qui suis assez sportif quand même, je ne vais pas courir durant le temps où il y a ce virus et le temps où on est confiné. Ouais. Sinon, hormis ça, en termes d'équipement, parce que ce matin, moi, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur qui répondait à un policier dans un journal à la radio disait on n'a pas de masque, ce que vous nous aviez dit hier, et le ministre a répondu mais non, pas du tout. Il y a un masque par personne, c'est qu'ils ont dû être perdus ou volés. Alors non, c'est pas qu'ils ont été perdus ou volés, c'est qu'effectivement il y a un masque par personne, mais à se servir uniquement sur instruction de l'état-major, donc sur instruction de notre haute hiérarchie. On a des images qu'on tournait énormément d'un appel donc de TMZ1, donc notre hiérarchie, la voix du préfet, nous disant bien de retirer les masques pour ceux qui étaient porteurs du masque. On a des ordres clairs de ne pas porter les masques, même nos masques perso. Donc certains ont des masques depuis maintenant quelques années. Parce qu'on a certaines missions, notamment au contact de migrants, où on préfère être porteur de masques. Même ceux-là, on n'a pas le droit de les mettre. On a interdiction formelle de porter des masques. Donc, je suis surpris d'apprendre... On va poser tout à l'heure la question. Comment vous, cette première journée, donc vous dites que vous n'avez pas eu affaire à des gens récalcitrants. On a pu voir quelques images, mais vous avez été quand même surpris de voir le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue, c'est ça ? Les gens auxquels j'ai eu affaire ont, à grande majorité, à 95%, rempli le papier. Certains étrangers étaient un peu perdus, ne savaient pas forcément ce qu'il fallait faire, donc on est resté dans le côté pédagogie quand même, à essayer d'expliquer aux gens pourquoi. Mais on a eu effectivement beaucoup de gens qui sont sortis, mais sans forcément avoir de raisons valables. Et pour le matériel, je tiens à rajouter une dernière petite chose pour le matériel. On a une CRS autoroutière du côté de Lyon qui a exercé son droit de retrait avant-hier et qui l'a refait hier soir parce que le commandant était incapable de leur fournir les masques de protection pour faire un contrôle justement par rapport au coronavirus.
Donc c'est ce qu'Alliance a appelé aussi à faire, à chaque remontée d'un non-port de masque ou autre, de revenir donc et il va y d'exercer avoir un potentiel droit de retrait. Il risque d'y avoir un bras de fer. On vous rappellera régulièrement, Olivier, que vous nous racontiez votre quotidien. Merci à vous, bonne journée, bon courage. Professeur Rapp, qu'est-ce que vous répondez aux policiers? Moi, j'avoue que les gens ont du mal, moi aussi, à comprendre l'utilité des masques. On nous dit que ça sert à rien. En même temps, les médecins les réclament, les policiers les réclament. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement si le masque sert à quelque chose? Alors, le masque n'a pas d'intérêt en population générale. Le masque, il est intéressant uniquement si vous êtes malade pour éviter de transmettre la maladie à un contact proche et notamment une personne fragile. Il est intéressant pour les soignants qui sont en contact avec des cas suspects ou des cas confirmés de la maladie parce qu'ils vont les observer à l'hôpital pendant plusieurs jours et que là, il va y avoir émission de particules virales. En population générale, c'est une fausse sécurité car les masques sont mal portés, les gens ne savent pas l'utiliser. Il faut utiliser les lanières dans le bon sens, il faut se laver les mains avant, après. Toutes les études ont montré que ça ne servait à rien, c'est une fausse sécurité. C'est une réassurance et du coup, la population veut des masques. En réalité, on est dans une crise sanitaire de dimension internationale. Il faut prioriser les masques pour les soignants. En population générale, aucun intérêt. Pour un policier, il garde de la distance. S'il a une intervention physique, etc., avec quelqu'un de malade, etc., là, évidemment, la discussion est différente. S'il est confiné dans une voiture avec un patient qui a un individu qui a des signes respiratoires et qui tousse, par prudence, on peut mettre un masque. Mais le risque est très modeste, notamment sur des durées non prolongées. Les gens attrapent le virus chez eux, auprès de leurs enfants et de leur famille, par des contacts multiples et rapprochés sur plusieurs jours. Ouais. Alors, si je peux ajouter quelque chose, sur le masque, là, je crois quand même que, vraiment, je n'ai évidemment aucun doute sur la bonne foi, la sincérité, tout le monde veut bien faire, simplement, tout ce que j'entends, c'est vraiment le discours de personnes qui ne connaissent absolument rien à la psychologie. L'une de nos plus grandes faiblesses psychologiques, c'est je crois ce que je vois. Et on pourrait même ajouter, en fait, c'est je ne crois que ce que je vois. Et là, c'est d'ailleurs pour ça que les policiers ont des uniformes, et les militaires aussi. Ça ne sert à rien en vrai. Ça sert simplement à transmettre ce message que vous avez des personnes qui ne sont pas comme les autres. Ce sont des agents qui maintiennent l'ordre public. Donc ils ont des uniformes. C'est à ça que ça sert. Et le masque, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la France traverse une période qui est gravissime sur le plan de la santé publique. On a un risque sanitaire majeur, on le voit, et on voit bien que c'est très très difficile de transmettre une idée pourtant simple à la population qui est de dire bon là c'est grave, la situation est très grave. Et le fait d'équiper tous les agents de la fonction publique de masques, ça aurait un impact psychologique très fort. Et la France ne le fait pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'on ne sait plus fabriquer de masques. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut dire quand même aux personnes qui nous écoutent. Il y a deux choses différentes. L'impact psychologique, il est déjà là. Enfin, les gens ont peur. Bien sûr. Effectivement, j'entends ce que dit le professeur. On entend des retours, Valérie Expert, des collègues du policier que vous avez eu, qui sont très différents, et qui expliquent, on voyait la promenade des Anglais à Nice, qui était noire de monde, encore hier. C'est quand même une réalité, ça. Professeur Rapp, juste une question qui revient beaucoup. J'ai entendu ce que vous avez dit sur les masques, sauf que le policier ne sait pas, et comme on a dit que c'était des formes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de symptômes, je ne sais pas, et le policier ne sait pas, comme le médecin, s'il a affaire à quelqu'un qui est contaminé ou non. Non, mais la distanciation sociale, il n'est pas censé, pour faire des contrôles, notamment de ce type-là, s'approcher à moins d'un mètre des sujets. C'est toute la difficulté d'avoir une certaine distanciation. Pardon de refaire le psy, bon, je suis là pour ça. Prenez 100 personnes, demandez-leur d'évaluer 1 mètre. Vous faites ça, vous prenez 100 personnes, vous leur dites, allez, maintenant vous allez vous mettre 2 par 2 à 1 mètre les uns des autres, vous verrez les écarts que vous allez obtenir. C'est pour ça qu'il faut dans les marchés mettre des marquages, il faut faire ça dans les commerces, c'est pas infaisable. Comment refaire un petit peu de pédagogie avec vous, professeur Rapp, c'est-à-dire sur la propagation du virus, peut-être avant, donc je rappelle que vous êtes infectiologue, la propagation, la rapidité de la propagation est très très étonnante, non ?
Oui, c'est un virus dont la contagiosité est probablement importante et effectivement, à partir d'un cas contaminé, d'un cas infecté, on a au moins 3 personnes contaminées. Donc, c'est vraiment effectivement quelque chose qui explique la diffusion du virus. Pour autant, la transmission reste pour nous, les spécialistes, gouttelette, c'est-à-dire avec quelqu'un qui quand même va émettre des particules et un contact étroit. Donc, c'est pas en population générale dans la rue et même sur la promenade des Anglais qu'on attrape le virus. C'est sur des contacts beaucoup plus étroits qui sont les queues dans les commerces. C'est un problème de discipline, de sens civique. Et on n'est peut-être pas les meilleurs au monde pour ça, mais ça va venir. Hein. Il faut faire de la pédagogie. Il faut que les commerces mettent des distances de sécurité. À l'hôpital, la confidentialité depuis quelques années a fait mettre des marquages au sol, etc. C'est ce genre de petits moyens qui peuvent être efficaces. Oui, vous pensez qu'il faut vraiment, encore une fois, des mesures de confinement plus strictes, c'est-à-dire vraiment ce message n'est pas passé, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on voit les gens qui sont partis à la campagne, bassin d'Arcachon, sur les îles et qui font du vélo, est-ce qu'il faudrait vraiment dire aux gens, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes confinés ? Oui, bien entendu. Après, il y a un principe de réalité. On n'est pas en Chine, on n'a pas le même modèle social. C'est pas la même chose. Après, il faut bien dire que dans les études d'experts, on n'attend pas que 100% de la population adhère à ces principes. Oui, on a des résultats avec si 50-60% des sujets sont observants, on va déjà infléchir la courbe. Par contre, on sait que ça va être un peu long et que là, on est sur 14 jours qui vont certainement être répétés. On est parti sur 4 à 6 semaines de confinement pour essayer d'endiguer l'épidémie. Oui, les 15 jours ne seront pas... C'est le minimum. C'est le minimum pour avoir des résultats et on n'aura peut-être pas de bons résultats au bout de 14 jours. Un mot, professeur, sur les cliniques privées, parce qu'hier, j'ai vu dans Le Monde, il y avait pas une polémique, mais les cliniques privées qui disent qu'elles, pour l'instant, n'accueillent pas parce qu'elles n'ont pas de protection suffisante. Alors en fait, là, depuis hier, les cliniques privées sont activées et participent activement. Dans mon hôpital, on participe activement à la prise en charge des patients. Ça y est, c'est un problème de logistique et de priorisation des matériaux, des équipements de protection par l'État, qui a privilégié les hôpitaux de niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. C'est une doctrine logistique qui est dans le plan de riposte et effectivement, il y a une adaptation qui met quelques jours parce qu'on a un problème mondial qui est le stock de masques. Oui, ça paraît assez incroyable. Caroline est en ligne avec nous. Bonjour Caroline, vous aviez une question à poser. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je voudrais poser. Excusez-moi, parce que voilà, je suis diabétique, j'ai de l'asthme, j'ai une maladie de Beauvray que le professeur doit savoir ce que c'est. Donc j'ai des infirmières qui passent tous les jours normalement me faire l'insuline matin et soir et à midi. Et malheureusement, eh bien, quand j'ai su ça, j'étais obligée de leur dire d'arrêter parce que j'ai peur pour moi-même, étant donné que, si vous voulez, les pauvres, ici dans le Midi, on n'a pas grand-chose. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas le produit, même les produits pour se nettoyer les mains. Moi, je me lave les mains systématiquement et ça, il n'y a pas de souci. Aussi, mais ce qu'il y a, moi, ça me fait peur parce que qu'est-ce que je dois faire? Parce que maintenant... Mais donc, ça veut dire quoi? Vous avez arrêté votre traitement? Vous avez arrêté... Non, je n'ai pas arrêté mon traitement, mais je suis obligée de faire, si vous voulez, par téléphone. C'est-à-dire de leur parler, je leur dis, voilà, j'ai tant de glycémie, ils doivent me dire combien je dois injecter. Vous voyez, je suis obligée de faire par téléphone. Alors, par téléphone, parce qu'ils m'appellent matin, midi, soir, et aussi, ils sont pas, si vous voulez, équipés pour ça, parce que bon, d'ailleurs, je les remercie aussi, parce que bon, c'est vrai qu'ils ils se battent un petit peu pour tout le monde, il y a des décès, il y a tout, et comment on doit faire, parce que moi, je sais plus quoi faire. Bon, c'est ça ma question. Quoi faire, professeur? Je ne sais pas si vous avez. Les personnes fragiles doivent être confinées à domicile et effectivement, moins on intervient autour d'elles en interaction avec notamment des infirmières qui voient beaucoup de monde et qui sont susceptibles de leur transmettre la maladie, mieux c'est. Après, ça est adapté pour chaque patient. Effectivement, on développe la téléconsultation, le télésuivi infirmier, qui sont des formes de soins pas inintéressantes dans ce contexte. Et
Et ensuite, les infirmières, si elles interviennent sur une personne fragile, doivent justement porter un masque pour éviter, si elles sont porteuses du virus, de transmettre à cette patiente. Voilà, donc les procédures existent, hein, elles sont écrites, elles sont à mettre en place, mais après, il y a une différence entre avoir un plan de riposte et la mise en musique de ce plan. Il faut que les généralistes qui viennent juste d'être impliqués comprennent comment ça fonctionne, que les paramédicaux soient livrés en masque. C'est en train d'arriver depuis 2-3 jours. Là, on commence à avoir des masques dans les officines. On va se mettre en ordre de bataille, mais tout ça n'est pas insurmontable. Hein. Deux questions. Pardon, Jean Dorido, on a pris un peu le pas avec la santé, mais on va continuer. C'est important, c'est essentiel, bien sûr. Et si au bout de 15 jours de confinement, on n'a pas de symptômes, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas la maladie? Ou c'est difficile à dire? Ah oui, oui, bien sûr, non. Les 14 jours, c'est une donnée robuste. Après, en médecine, il y a toujours des exceptions à la marge, mais je veux dire, c'est tout à fait robuste, oui, bien entendu, oui. D'accord. Et puis les femmes enceintes, des conseils particuliers? Non, par précaution, on n'a pas de données sur les femmes enceintes en réalité, très peu de choses depuis la Chine. Par précaution, elles ont été classées comme des personnes fragiles et donc si effectivement il y a une femme enceinte dans l'entourage, il faut être prudent et si vous avez le moins de symptômes respiratoires, il faut prendre de la distance et porter un masque chirurgical pour éviter de contaminer cette femme enceinte. Mais c'est plus par principe de précaution que par données scientifiques réelles sur coronavirus et femmes enceintes. Merci professeur. On va vous libérer. Je pense que vous avez beaucoup de boulot. Je voulais qu'on évoque. Merci infiniment, professeur Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Jean Dorido, donc le confinement va avoir un impact psychologique évidemment. On a vu déjà hier que des policiers étaient intervenus sur des disputes conjugales. On va pas forcément évoquer ça, mais il y a beaucoup de gens, vous devez l'entendre, qui évoquent ressentir des symptômes, se disent mais je respire mal. Est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ce qu'on fait d'abord, comme toujours dans ces cas-là, c'est de ne pas se juger, parce que tout ça est normal. C'est même confirmé par une étude très très importante qui a été publiée dans The Lancet. C'est un journal scientifique très très sérieux qui a fait ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire qu'ils ont repris plein d'études scientifiques qui avaient été faites sur des périodes de confinement, à propos du SRAS, à propos d'Ebola, à propos de la grippe H1N1 et autres. Et typiquement, ce que vous venez de décrire, Valérie, le fait de développer une forme d'hypocondrie, comme ça, d'avoir l'impression de ressentir les symptômes, c'est quelque chose qui s'observe dans le monde entier quand les personnes sont confinées comme ça en cas d'épidémie. Donc, ne vous jugez pas, bien sûr, et autant que faire se peut, ce qui est très très important là dans cette période si spéciale, c'est de vous instaurer un rythme, de rester, si vous voulez, de vous faire un planning pour vraiment avoir des points de repère et bien se souvenir qu'il faut découper la journée en plein de petites séquences, des séquences d'1 heure et demie maximum et entre chaque heure et demie faire des pauses, s'aérer à la fenêtre, etc. Et même dans une séquence d'1 heure et demie, il y a ce cycle de 20 minutes également. Donc vraiment découper en plein de petits morceaux. Quand on est chez soi, découper en morceaux de quoi? Pardon de poser la question comme ça. On fait quoi? On regarde la télé, on écoute la radio, on lit. C'est vrai qu'il y a des belles initiatives, c'est vrai, là, de mettre les programmes de Canal en clair, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que la télévision, les jeux vidéo, ce sont des activités qui ne sont pas ressourçantes. Alors, ça distrait, ça divertit. Maintenant, les psychologues observent que ça n'est pas ressourçant. On voit même les personnes qui font du binge-watching régulièrement. Ces personnes sont mal, en fait, elles sont mal à l'aise après. Donc, vous avez évoqué la lecture, Valérie. Quand on regarde la télé toute la journée, c'est pas forcément formidable. Non, c'est pas bon, on n'est pas bien. Donc, vous avez évoqué la lecture. Ça, effectivement, ce sont des activités qui mobilisent une autre partie du cerveau et qui plongent la personne dans une espèce de concentration que les psychologues appellent le flow. Donc, la lecture, les loisirs créatifs, c'est le moment de vous mettre à peindre, à faire de la poterie, à vous initier au yoga, à la méditation, vous en avez parlé tout à l'heure, de faire ces activités qui sont à la fois agréables et qui en même temps vous font basculer dans une forme de méditation. Bien sûr, divertissez-vous avec des écrans, évidemment. Maintenant, point trop n'en faut. Et puis évidemment, vigilance aussi sur tout ce qui est drogue, que ce soit l'alcool, le tabac, le sucre, le grignotage. Nous allons certainement grossir de par cette sédentarité imposée. Et c'est important aussi de
de bouger le corps, même en restant chez soi, parce que c'est nécessaire à un bon équilibre psychologique. Oui, alors il faut aussi rappeler que dans les facteurs aggravants, il y a le tabac pour la maladie, comme c'est une maladie pulmonaire, on peut le dire, le répéter si vous pouviez arrêter de fumer. Alors c'est peut-être pas le moment quand on est dans un état de stress, mais... on le souhaite en tout cas à tous les fumeurs là, de tout cœur, c'est vraiment l'occasion d'arrêter de fumer, évidemment, ou de programmer le futur arrêt. Je sais que là, tous les anciens fumeurs ou les fumeurs me comprendront, on a tous fait, quand on a été fumeurs, des promesses, du genre oh là là, si tout ça finit bien, c'est sûr, c'est promis, j'arrête de fumer. C'est le moment de se mettre dans ce genre de dynamique, ça c'est sûr. On peut se mettre à la méditation aussi. Il y a plein d'applications. Alors je vous fais la pub pour vous, mais c'est pour le bien commun. Vous avez une application qui s'appelle Zenfi, qui est téléchargeable évidemment via les applis et qui permet d'apprendre la méditation. Et ça permet d'apprendre et de s'y mettre, et c'est offert. L'abonnement d'ordinaire est payant, bien sûr, ça coûte très cher les applis, et là c'est offert avec le code FREEZENFI, FREZENFIE, FREEZENFI. Vous téléchargez l'application, vous créez votre compte avec votre mail, et vous utilisez le code FREEZENFI, FREZENFIE, et là vous avez accès à tout le catalogue, et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, c'est vraiment l'occasion de s'y mettre. Ça fait du bien. Merci Jean Dorido. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, de vous avoir en ligne avec nous pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser justement sur notre équilibre psychologique. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve nous pour commenter l'actualité avec les débatteurs habituels qui sont là depuis chez eux. Beaucoup de choses à dire évidemment autour de ce coronavirus, de cet état d'urgence sanitaire. À tout de suite. Merci Jean Dorido.